Bonsoir, heureux de vous retrouver ce soir pour une réflexion autour d'un sujet ou d'une problématique qui concerne plus particulièrement historiquement le Maroc. Et on va partir sur une tentative de réflexion théorique sur le présent historique du Maroc, avec une problématique qui me semble centrale et fondatrice pour comprendre la logique de la domination de l'État au Maroc, et aussi pour réfléchir à l'avenir de l'émancipation politique au Maroc. Donc le titre que j'ai choisi, c'est la question méridionale marocaine, ou bien de la question méridionale à l'émancipation politique. Il y a un texte d'Antonio Gramsci qui constitue ici le point de départ de ma réflexion. C'est un texte de 1926 intitulé « La question méridionale ». Le texte d'Antonio Gramsci, La question méridionale, est un écrit essentiel pour comprendre son analyse des inégalités régionales, qui est un problème central pour le Maroc, notamment entre le nord industriel, en Italie du XXe siècle, et le sud rural de l'Italie. Donc, dans la question méridionale de Gramsci, il s'agit de réfléchir sur l'inégalité de développement, ou bien les inégalités régionales entre un nord industriel capitaliste et un sud rural et marginalisé. Donc le texte de Gramsci aborde la fracture entre le prolétariat du nord et les paysans pauvres du sud et propose une stratégie politique pour les unir dans une lutte révolutionnaire commune. Bref, ce texte nous permet de comprendre comment une stratégie révolutionnaire ne peut réussir sans résoudre les contradictions internes et les fractures internes d'un pays, en particulier celles liées au développement inégal. Le cas du Maroc, bien évidemment, présente quelques aspects qui s'apparentent avec le cas de l'Italie en ce qui concerne la question du développement inégal. Par conséquent, on peut parler, dans ce cadre, d'une question méridionale marocaine. Cela nous permettrait de penser le développement inégal entre le centre-nord urbanisé et le sud marginalisé, non seulement comme un problème technique ou économique, mais aussi comme une question politique et sociale structurante pour le Maroc. Donc souvent, dans les programmes officiels, dans l'idéologie officielle, on évoque cette inégalité comme un problème technique ou à résoudre, ou un problème économique à résoudre. Donc, comme l'Italie de Gramsci, le Maroc connaît une division entre, d'une part, un nord et un centre-ouest, Casablanca, Rabat, Tanger, etc., intégrés à l'économie mondiale, bénéficiant d'infrastructures, d'investissements et d'emplois. Et d'autre part, un sud et un intérieur, Drat, Filelt, Sousse, certaines zones sahariennes, souvent laissées en marge, vivant de l'agriculture de subsistance, du secteur informel
ou de rente étatique. Néanmoins, le RIF représente dans cette perspective une complexité majeure. Il est géographiquement au nord, mais politiquement et économiquement marginalisé. Alors, et dans une perspective gramscienne, le RIF n'est pas un nord intégré, mais un nord marginalisé. Donc, il s'inscrit pleinement dans la question méridionale marocaine, à condition de penser cette question, ou bien, si on veut employer le terme adéquat, à condition de penser cette subalternité, non pas seulement en termes géographiques, mais aussi politiques et historiques. Donc la question qui se pose, ou bien la problématique qui se pose, c'est comment la pensée d'Antonio Gramsci pourrait nous aider à théoriser la question méridionale marocaine comme un rapport de domination entre un centre économique et politique et des périphéries subalternes. Et comment pourrions-nous aussi théoriser le sous-développement territorial en insistant sur les enjeux d'hégémonie, d'alliance de classe et de production de subalternité. Donc, premier point que je vais aborder, c'est la place de ce texte, ou bien le contenu de la réflexion de Gramsci à propos de l'Italie du XXe siècle. Dans son analyse de l'Italie du XXe siècle, Gramsci met en évidence la fracture entre un nord industriel et capitaliste et un sud rural dominé par les rapports précapitalistes et quasi-féodaux. Il insiste sur le fait que cette division n'est pas purement économique, mais aussi politique. C'est-à-dire que le Sud a été maintenu dans la subalternité pour stabiliser la domination de la bourgeoisie du Nord. Il fallait donc, pour Gramsci, élaborer une alliance, penser une alliance entre le prolétariat urbain du Nord et les paysans du Sud pour rendre possible la construction d'une hégémonie alternative. Gramsci introduit là une grille de lecture qui articule espace, classe et pouvoir. La subalternité territoriale est le produit d'une configuration hégémonique. Et ça, c'est l'idée fondamentale de Gramsci, c'est-à-dire que l'inégalité entre le Sud marginalisé et le Nord industrialisé et capitaliste est le produit, l'effet d'une configuration hégémonique. Et la résolution de cette subalternité, de cette problématique, nécessite pour Gramsci une reconstruction des alliances sociales et une reconquête du pouvoir par les dominés. Donc, la question méridionale désigne la problématique du sous-développement chronique du sud de l'Italie par rapport au nord industriel. Dans les années 1920, le nord de l'Italie était fortement industrialisé, notamment Turin, Milan et d'autres villes, alors que le sud restait dominé par les structures agraires archaïques, un quasi-féodalisme et une forte présence du latifundium, c'est-à-dire des grandes propriétés agricoles concentrées. Donc le texte de Gramsci a été écrit peu avant son arrestation par le régime fasciste, et ce texte propose une réflexion stratégique sur la manière de construire une révolution socialiste en Italie en prenant en compte les disparités régionales et les rapports sociaux spécifiques au Sud. Donc la première thèse essentielle de Gramsci, et c'est la thèse
que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que la bourgeoisie industrielle du Nord a maintenu le Sud dans une situation d'arriération délibérée, le traitant comme une réserve de force de travail et comme un espace de rente. Le Sud était donc subordonné à l'accumulation capitaliste du Nord sans être intégré dans un véritable projet de développement national. Donc, à partir de là, Gramsci ne s'arrête pas là. Il critique aussi le fait que le mouvement ouvrier du Nord, influencé par les idéologies dominantes, a perçu les masses rurales du Sud avec mépris, les considérant comme réactionnaires, arriérés ou incapables de jouer un rôle dans la prochaine révolution ou bien un rôle révolutionnaire. Pour lui, ce préjugé empêchait la construction de ce qu'il appelait un bloc historique révolutionnaire. Un bloc historique révolutionnaire, c'est-à-dire un bloc d'alliance, de classe qui unit les ouvriers et les paysans. Et de là, bien évidemment, vient l'importance des intellectuels organiques. C'est-à-dire une révolution réussie passe forcément par la formation d'intellectuels organiques capables d'articuler les revendications des classes subalternes, de générer un nouveau sens commun et de faire le lien entre les masses rurales du Sud et la classe ouvrière du Nord. Et cela nécessite pour Gramsci un travail long et patient d'éducation, d'organisation et de traduction politique des besoins locaux. Donc là, la question qui va nous intéresser et qui concerne le Maroc, c'est la production politique des inégalités territoriales au Maroc. Donc comment cette production d'inégalités est un trait essentiel du Maroc, disons, post-colonial. Car le Maroc post-colonial a accentué les logiques de concentration spatiale des richesses. Donc là, on a l'axe atlantique Casablanca, Rabat et Kénitra qui concentre l'essentiel des infrastructures, des emplois industriels, des services publics et des investissements. Et cette situation, si on prend la réflexion de Gramsci sérieusement, n'est pas le fruit ou bien le résultat d'un hasard, mais d'une stratégie politique de centralisation et de maîtrise du territoire. Les régions périphériques sont souvent réduites à des rôles fonctionnels, c'est-à-dire réservoirs de main-d'œuvre, zone tampon de sécurité, espaces de rente, tourisme, comme c'est le cas avec Chefchaouen, agriculture, ressources minières. Donc, ces régions sont maintenues dans la subalternité par une combinaison de clientélisme, de répression et de développement conditionnel. Et le RIF, bien évidemment, illustre de façon exemplaire cette subalternisation active. Bien que situé au nord, il est historiquement marginalisé du projet national. Son passé de résistance, c'est-à-dire la République du Rif et les révoltes de 1958-1959, et le dernier Hirak aussi de 2016, a nourri une méfiance réciproque avec le pouvoir central. Et du coup, les politiques de développement y sont tardives, souvent instrumentalisées à des fins de pacification sociale et déconnectées des besoins réels de la population. Donc, on est en face d'un RIF qui est un sud politique. Il cumule l'exclusion économique, la stigmatisation symbolico-idéologique et la répression politique. Il ne s'agit pas d'une exception, mais plutôt d'un condensé des logiques générales de subalternisation à l'œuvre dans le pays.
Donc, quels sont les outils ou bien les instruments d'hégémonie qui accentuent cette subalternisation? Les instruments les plus observés ou bien les plus frappants, ce sont les politiques publiques. Les politiques publiques au Maroc apparaissent comme des instruments d'hégémonie. Par exemple, des projets tels que l'Initiative nationale pour le développement humain, l'INDH, bien qu'il affiche des objectifs de réduction de pauvreté et de promotion du développement local, il contribue en effet à reproduire et généraliser la subalternité, en particulier de 3 manières principales. Premièrement, en privilégiant une approche technocratique. C'est-à-dire que l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, fonctionne sur des projets ciblés, microfinancés, axés sur la rentabilité locale, ateliers, coopératives, petites infrastructures, et cela évacue une lecture politique et structurelle des inégalités. C'est-à-dire qu'avec les NDH, on ne traite pas les causes de la pauvreté et de la précarité, mais on traite les effets. C'est-à-dire on traite les effets de la pauvreté, de la précarité, sans remettre en question les causes, c'est-à-dire la concentration des richesses, la centralisation, les rapports de classe, les rapports de pouvoir, etc. Tout cela n'est pas traité, et au lieu de concevoir les populations comme étant des citoyens ou bien des sujets actifs, ils sont perçus dans ces projets comme étant des sujets passifs à insérer. Et j'ai dit de 3 manières principales. Première manière, c'est l'approche technocratique. La deuxième manière, c'est en renforçant le clientélisme et la domination locale, car sur le terrain, l'initiative nationale pour le développement humain est dans la majorité des cas intercédée par des autorités locales, c'est-à-dire les notables ou certaines associations qui sont proches du pouvoir. Ce qui perpétue une relation verticale, autrement dit, les populations doivent se soumettre à l'ordre établi pour espérer un financement ou un projet dans l'avenir. Donc, cette manière de travailler agit comme un dispositif de blocage de l'autonomie politique et alimente une culture de dépendance et non pas une culture d'émancipation. Et troisième point, la troisième manière, c'est la neutralisation des dynamiques contestataires. Ces projets sont souvent utilisés comme moyen pour neutraliser les dynamiques contestataires. C'est-à-dire en promouvant un modèle de développement apolitique, consensuel et dépolitisé, l'INDH peut aussi neutraliser les mouvements de protestation ou les revendications populaires. Par exemple, après les mouvements sociaux et même après le mouvement du 20 février et même le mouvement le Hirak, le dernier mouvement de 2016, des projets INDH sont lancés pour calmer les tensions. Donc l'objectif, c'est un objectif à 100% sécuritaire, ce n'est pas un objectif de développement, pour calmer les tensions, mais et sans répondre aux revendications centrales, c'est-à-dire justice sociale, droit politique, etc. Donc, si on prend vraiment sérieusement la perspective de Gramsci, on voit très bien que l'INDH
participe à l'intégration passive des classes subalternes à l'ordre existant, sans transformation réelle des rapports de domination. Ça, c'est le rôle réel de ce projet. C'est-à-dire, il contribue à l'intégration passive des classes subalternes dans l'ordre existant, sans aucune transformation matérielle et réelle de leur rapport, de leur vie réelle, ou bien sans transformation des rapports de domination. Et d'ailleurs, il existe plusieurs politiques publiques marocaines, bien qu'ils affichent une volonté de développement ou de réduction des inégalités, contribuent en réalité à renforcer la subalternité régionale. Par exemple, bien que le Maroc ait lancé une politique de régionalisation avancée, celle-ci reste centralisée dans sa logique avec une faible autonomie réelle des régions. Donc, c'est-à-dire les régions périphériques Sud-Est, Rif, Haut-Atlas n'ont ni les moyens financiers ni les leviers politiques pour porter des projets propres. Et les plans sectoriels concentrés sur certaines zones, plan Maroc vert, plan d'accélération industrielle et plan bénéficient surtout aux régions déjà intégrées, Casablanca, Tanger, et ignorent des régions marginalisées, ce qui conduit en réalité au renforcement des disparités spatiales et du rôle fonctionnel périphérique, main-d'œuvre, extraction, etc. de ces régions. Ces politiques sont souvent présentées comme neutres, bienveillants, mais en réalité, il s'agit des politiques qui s'inscrivent toutes dans une logique de reproduction des rapports de domination centre-périphérie. Alors, donc, si nous partons de la conception gramscienne de la subalternité, c'est-à-dire cesser de penser la subalternité seulement comme un état économique, technique, mais surtout comme un rapport politique et culturel, nous comprendrons, on va dire, deux choses. Premièrement, les groupes subalternes ne sont pas simplement exploités, ils sont dépossédés de leur capacité à produire du sens et à se représenter comme sujet historique. 2. L'hégémonie des classes dominantes se maintient en intégrant les périphéries par la culture, la charité, la religion ou la cooptation locale, tout en neutralisant leur potentiel conflictuel. Donc, les politiques publiques, l'INDH, la régionalisation, etc., fonctionnent en réalité comme des instruments d'hégémonie. Et les régions marginalisées sont traitées comme des espaces de gestion du sous-développement. Et il y a un autre point qui doit être clarifié, ce sont les rapports de classe et la subalternité. Au Maroc, pour comprendre les rapports de classe dans le Maroc contemporain, il faut identifier les principaux groupes sociaux populaires, ruraux et urbains, qui vivent la subalternité, chacun à leur manière, mais qui pourraient potentiellement former un bloc historique au sens de Gramsci, s'ils construisent une stratégie commune. Donc, on a dans un premier temps les classes rurales subalternes, c'est-à-dire la paysannerie pauvre et moyenne qui exploite des petites parcelles, souvent en mode vivrier ou précaire. Cette paysannerie pauvre et moyenne se trouve endettée, dépendante des marchés et des fluctuations climatiques, marginalisée et exclue des politiques agricoles, sauf comme main-d'œuvre,
et subit aussi l'accaparement des terres et la raréfaction de l'eau. Donc, première, c'est la paysannerie pauvre et moyenne constitue une classe rurale subalterne. Ensuite, on a les travailleurs agricoles saisonniers qui travaillent dans les grandes exploitations, notamment dans le Souss, le Rarb, etc. Dans la majorité des cas, ils travaillent sans contrat et sans sécurité sociale. Nombreux sont des femmes ou des migrants internes issus du Moyen Atlas, du Sud-Est. Ensuite, on a les pastoralistes et les nomades sédentarisés, présents dans les zones arides et semi-arides, et leur mode de vie a été largement détruit par l'État et le marché. Ils sont aussi victimes de politiques foncières minières et de marginalisation éducative. C'est en ce qui concerne les classes rurales subalternes. Ensuite, on a les classes urbaines subalternes. Là, en premier lieu, apparaît le prolétariat industriel et logistique, c'est-à-dire les ouvriers des zones franches, du textile, de l'automobile, des entrepôts. Cette classe est concentrée à Tanger, Casablanca, Kinitra, Safi, etc. Et se caractérise par sa faible participation dans les syndicats, sous pression des décolonisation. Les travailleurs du secteur informel, vendeurs ambulants, livreurs, journaliers, femmes de ménage, subissent l'insécurité économique et la violence policière, forment ce que nous pourrions appeler le précariat urbain. Sans oublier, bien évidemment, les jeunes diplômés au chômage qui représentent un groupe social éduqué sans intégration économique. Cependant, ces classes n'ont pas toujours conscience d'un intérêt commun, car elles sont séparées par l'espace, le statut et les divisions ethno-territoriales. Mais elles partagent une expérience commune d'exclusion, d'exploitation et de dépossession. Il est nécessaire donc de penser et construire une alliance stratégique entre ces groupes et ces classes. Un autre phénomène qui doit être pris en compte, c'est la nécessité de étudier le phénomène de la bureaucratisation des syndicats et les partis traditionnels au Maroc. Donc les syndicats et les partis, le cas aujourd'hui, on sait très bien que les syndicats ils peuvent être soit des instruments de lutte de classe contrôlés par les masses, ce qui n'est pas le cas au Maroc, soit des médiateurs de l'ordre établi s'ils sont intégrés à l'État ou au parti dominant. Et ça, c'est le cas du Maroc. Dans le cas du Maroc, les syndicats sont liés à des partis dominants ou au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils jouent un rôle dans la fabrication du consentement, en désamorçant les conflits de classe et en détournant la colère populaire. Dans ce cas, les syndicats au Maroc sont un appareil d'hégémonie coopté. Donc, la bureaucratie syndicale bloque l'autonomie populaire, car elle transforme les syndicats en un appareil technocratique et empêche la formation d'une conscience de classe autonome. Donc, au Maroc, il y a une contradiction entre la fonction historique des syndicats, c'est-à-dire
qu'ils doivent être des instruments de lutte de classe contrôlés par les masses, c'est-à-dire, et aussi celle d'organiser et les exploiter en force politique active, et la bureaucratisation des syndicats. Est-ce qu'il faut, dans ce cas, rejeter les syndicats? Pas du tout. Il faut plutôt reconquérir depuis la base, c'est-à-dire reconquérir les syndicats depuis la base, en créant des comités de base démocratiques et en revivifiant des espaces d'auto-organisation ouvrière et en réarticulant le syndicalisme avec les luttes territoriales et populaires. Concernant les partis de gauche, parce que c'est le plus, on va dire, les plus proches, d'une certaine manière, les plus proches et les plus loin aussi. Concernant les partis de gauche au Maroc, il est nécessaire encore une fois de revenir à Gramsci. Gramsci avait déjà distingué entre ce qu'il appelait les partis traditionnels et les partis historiques. Donc, les partis historiques pour Gramsci incarnent un projet de classe en formation. Les partis historiques incarnent un projet de classe en formation. Les partis traditionnels ne font que reproduire l'ordre établi. Donc, le Hizb al-Taqlidi ou le Hizb al-Tarikhi. Donc, les principaux partis de gauche au Maroc ont abandonné leur fonction révolutionnaire, soit en s'institutionnalisant dans le champ électoral, soit en se figeant dans une posture d'opposition abstraite, sans lien avec les luttes concrètes. Donc, nous avons déjà évoqué la nécessité de construire un bloc historique, subalterne, s'inspirant de Gramsci, c'est-à-dire une alliance entre classes subalternes urbaines et rurales, capable de formuler un projet alternatif d'hégémonie. Or, les partis de gauche n'ont pas, au Maroc actuel, les partis de gauche n'ont pas réussi à unir les luttes locales et les luttes sociales éparses. Syndicats, mouvements ruraux, féminisme, étudiants, etc. Donc, les partis, ils sont restés, on va dire, intellectualistes, peu présents dans les quartiers populaires ou les campagnes, et sans produire d'organes culturels ou médiatiques capables de créer une contre-hégémonie, ou bien même d'organes culturels ou médiatiques qui peuvent, au minimum, critiquer l'idéologie dominante. Donc, les luttes des classes sociales subalternes ont besoin d'un véritable parti organique, au sens gramscien du terme. Le parti organique, pour Gramsci, c'est un parti enraciné dans les luttes réelles, dans les lieux de production et de reproduction sociale. Et ce type de parti ne peut pas émerger d'en haut, mais des dynamiques de terrain, c'est-à-dire dans des comités, associations, coalitions locales, etc. Et ce parti doit faire le lien entre économie, culture et politique, et ne vise pas seulement l'élection, mais aussi la transformation de la société civile. Donc, si donc les partis de gauche marocains ont perdu leur fonction historique, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Qu'ils ont perdu leur fonction historique, c'est-à-dire qu'ils n'éduquent plus et ne structurent plus les masses et ne produisent plus d'espérance collective. Donc si les partis de gauche ne font pas ça, alors il faudrait refonder la gauche depuis les pratiques populaires concrètes, dans une stratégie de guerre de position longue mais déterminée. Je vais, puisque c'est une
c'est une réflexion sur la politique. Je pense qu'il est aujourd'hui c'est nécessaire de porter un regard critique sur les positions tactiques de la voie démocratique au Maroc, le parti de la voie démocratique. Je pense, en s'inspirant d'Antonio Gramsci, qu'un bloc historique ne se construit pas par opportunisme ou par une addition mécanique des opposants. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, tiens, le Maroc, il y a le Marzen, et du coup, allez, je vais compter les opposants du Marzen. Bon, j'ai ça, j'ai ça et j'ai ça, et après, je vais faire une alliance avec ceux qui s'opposent au Marzen. Donc, pour Gramsci, le bloc historique ne se construit pas de cette façon. C'est une construction par addition mécanique des opposants. Ou bien même, je peux dire que c'est une construction par opportunisme. Un véritable bloc historique se construit à travers la conquête d'une hégémonie intellectuelle et morale. Et là, je vais citer Gramsci, le cahier 13. La révolution ne consiste pas à additionner les opposants au système, mais à les réorganiser autour d'un projet de société radicalement nouveau. Donc, Gramsci avait déjà mis en garde contre la tentation de se reposer sur des forces préexistantes, surtout si elles sont idéologiquement réactionnaires. Alors pourquoi Gramsci avait déjà insisté sur les dangers de faire des alliances avec des forces réactionnaires préexistantes et de construire avec eux des blocs ou bien des alliances politiques. Et là apparaît l'importance de la notion de césarisme régressif. Gramsci, il analyse cette tentation de se reposer sur des forces préexistantes comme un risque de césarisme régressif. Cette notion, on va l'étudier plus tard. Donc, les fondamentalistes religieux marocains, même critiques envers le Marzen, défendent un ordre moral conservateur, antisocialiste, patriarcal et hostile à toute souveraineté populaire réelle. Les camarades de la voie démocratique sont en train de soutenir une contre-hégémonie passive qui bloque l'émancipation des classes subalternes. Si chaque classe sociale produit ses propres intellectuels organiques, et si le projet révolutionnaire suppose la formation d'un nouveau sens commun et non la récupération d'idéologies toutes prêtes à l'emploi, alors s'allier aux fondamentalistes ne signifie rien d'autre qu'importer un système de valeurs réactionnaires dans le champ populaire. Et là, les camarades de la voie démocratique ne doivent pas confondre l'unité nationale construite par l'hégémonie progressiste et l'unité, c'est-à-dire il ne faut pas confondre l'unité nationale construite par l'hégémonie progressiste et l'unité fictive imposée par l'État ou la religion, pour éviter les alliances qui obscurcissent la lutte des classes. Et il ne faut pas oublier que le fascisme italien est né en partie grâce à la passivité des forces de gauche, qui n'ont pas su construire une hégémonie indépendante. Donc, pour moi, la véritable tâche des marxistes aujourd'hui n'est pas de faire des alliances conjoncturelles avec des forces anti-marzennes si s'opposent aux intérêts historiques des classes subalternes. Ce n'est pas ça la tâche. Ils doivent plutôt construire un bloc
hégémonique qui articule lutte sociale, souveraineté populaire, émancipation culturelle et démocratisation radicale. C'est là la véritable tâche. Donc c'était une parenthèse à propos, et je vais revenir là-dessus. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête sur la notion de césarisme régressif. Qu'est-ce que c'est que cette notion que je trouve très intéressante pour penser pas seulement le présent historique au Maroc, mais aussi ce qui s'est passé au monde arabe depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, Antonio Gramsci a développé la notion de césarisme régressif principalement dans les cahiers de prison, notamment dans le cahier 13, c'est-à-dire entre 1932 et 1934, plus précisément dans la note intitulée « Note sur le césarisme », ainsi que dans le cahier 1, section 44 et le cahier 4. Pour donner des références exactes, dans le cahier 13, note 27, Gramsci analyse le césarisme comme une réponse historique aux crises d'hégémonie, c'est-à-dire aux situations dans lesquelles aucune force sociale ne parvient à imposer une direction stable. Le césarisme peut être alors progressif, jouant un rôle qui pousse l'histoire en avant, ou régressif, c'est-à-dire représente une restauration autoritaire au profit des classes dominantes traditionnelles. Dans le cahier 1, note 44, Gramsci commence à explorer l'idée du césarisme comme une solution à une situation de double pouvoir. Et dans le cahier 4, note 78, il reprend cette distinction et l'applique à l'analyse des régimes autoritaires, en particulier le fascisme italien. Donc, le césarisme régressif, pour Gramsci, en arabe on a traduit Qaysariya Rij'iyya, le césarisme régressif, est une forme autoritaire qui surgit lorsque les forces populaires sont incapables de prendre le pouvoir. C'est-à-dire on a des dominants qui ne savent plus gouverner comme avant, et on a des dominés qui ne veulent plus cette domination, mais n'ont pas la capacité de prendre le pouvoir. Mais que les anciennes classes dominantes ne peuvent plus gouverner comme avant. Donc les anciennes classes ne peuvent plus gouverner comme avant, et les forces populaires sont incapables de prendre le pouvoir. Et ça, c'est la situation typique qu'on a vue dans le printemps arabe, avec ce qui s'est passé en Égypte, au Maroc, en Tunisie, etc. Donc il en résulte une médiation coercitive, souvent incarnée par une figure charismatique ou un régime d'exception, qui bloque l'émancipation et restaure une forme d'ordre favorable aux intérêts dominants. Donc cette situation crée une médiation coercitive qui peut donner naissance à une figure charismatique ou un régime d'exception ou du fascisme, etc. Donc cette notion est pour nous essentielle pour comprendre les trajectoires politiques de nombreuses crises révolutionnaires dans le monde arabe depuis 2011. Les soulèvements arabes ont exprimé et reflété une crise de légitimité profonde des régimes en place, c'est-à-dire les classes dominantes ne peuvent plus gouverner comme avant, et les masses ne veulent plus obéir. Ça, c'était le cas des soulèvements de 2011. Mais aucune force sociale organisée n'a pu diriger le mouvement vers une hégémonie populaire. En l'absence de blocs historiques alternatifs capables de constituer un projet cohérent, parti organique, alliance ouvriers-paysans, intellectuels organiques, etc., le vide a été comblé par des régimes ou figures autoritaires, parfois nouveaux,
entre deux guillemets, mais défendent souvent des anciens intérêts. En Égypte, par exemple, nous avons vu comment l'armée, avec Sisi, est revenue sur scène après l'échec des frères musulmans. En Tunisie, nous avons assisté à une régression autoritaire sur Kais Saïd après une transition parlementaire en crise. En Libye, au Soudan et au Yémen, la fragmentation de l'État a été suivie par des formes de domination militaro-tribale ou confessionnelle. Dans tous ces cas, l'ordre ancien a été rétabli par la force, sous des habits nouveaux, sous une forme nouvelle. Militarisme populiste, nationalisme réactionnaire, alliance de classes conservatrices avec appui de puissances étrangères, etc. Bref, ce sont tous des formes typiques de césarisme régressif au sens gramscien du terme. Et même au Maroc, on va voir que l'État a donné une réponse typique d'un césarisme régressif après le mouvement du 20 février et après chaque mouvement social. Au Maroc, le mouvement du 20 février a incarné aussi un moment de crise organique au Maroc. Cependant, cette crise n'a pas été débouchée sur un changement hégémonique, précisément à cause de l'absence d'un bloc historique alternatif. Cette crise de légitimité du système du Marzen a été nourrie par l'épuisement du modèle autoritaire néolibéral, la montée des inégalités territoriales, rive sud, quartier populaire, etc., et la perte de crédibilité des partis traditionnels. Cependant, et comme l'a déjà montré Gramsci, une crise ne devient révolutionnaire que si une force sociale organisée parvient à proposer une nouvelle direction culturelle, politique et morale. Et cela ne fut pas le cas au Maroc. Par conséquent, ce mouvement n'a pas su construire une alliance stable entre jeunes précaires, syndicats, chômeurs, diplômés, paysans dépossédés, petits fonctionnaires, etc. Il n'a pas su aussi construire un récit hégémonique propre. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le Marzen, bien l'État, la monarchie, a rapidement absorbé les mots d'ordre du mouvement. Des mots d'ordre du mouvement, réforme, constitution, dignité, ils ont été rapidement intégrés dans le discours officiel et l'idéologie officielle. Le mouvement aussi n'a pas su construire des outils d'organisation populaire durables. Et cela a été le résultat d'une politique, des partis de gauche et des syndicats marqués par la passivité. La grande maladie de la gauche marocaine, c'est la passivité. Les partis de gauche marocains, ils sont passifs. Donc, la passivité, la bureaucratie et la compromission. Et encore une fois, comme Gramsci l'avait déjà remarqué dans la question méridionale à propos des partis socialistes et communistes italiens vis-à-vis du Sud, les partis de gauche marocains ont aussi regardé avec distance ou instrumentalisé le mouvement du 20 février. Ils n'ont pas du tout compris le potentiel révolutionnaire du mouvement, ni cherché à s'y immerger. Donc, face à ce moment d'instabilité sociale et politique, l'État marocain a produit une réponse typique d'un césarisme régressif ayant pris la forme d'une réforme constitutionnelle sans transformation réelle des rapports de pouvoir. Donc, l'État marocain a aussi produit une réponse typique d'un césarisme régressif. Comment? En proposant une réforme constitutionnelle sans aucune transformation réelle des rapports de pouvoir.
c'est-à-dire d'une absorption des revendications sociales via des programmes et des politiques publiques comme l'IDH, etc., et d'une réaffirmation du pouvoir monarchique avec un consensus coercitif, répression ciblée, cooptation, etc., et d'une stérilisation du champ politique par l'encadrement ou la neutralisation des partis. Et ça, on le voit aujourd'hui encore. Donc, dans cette situation, les idées de Gramsci restent d'actualité. Pourquoi? Parce que on doit, la tâche gramscienne, ou bien la tâche de Gramsci reste d'actualité. C'est-à-dire forger un bloc historique ancré dans les classes subalternes, rurales et urbaines, à travers un parti organique populaire, enraciné et non bureaucratique, une réforme du langage politique et des représentations, une nouvelle culture contre-hégémonique articulée à la réalité des territoires subalternes, rives, sud, quartiers périphériques, etc. Donc, il ne s'agit pas de faire des alliances de circonstances. Il n'est pas d'actualité de faire des alliances de circonstances. Il y a une différence énorme entre proposer des alliances de circonstances et construire un bloc historique. Ce n'est pas la même chose. L'alliance de nos camarades dans la voie démocratique avec Justice et Charité a donné naissance à deux fronts populaires. On va dire deux fronts. Le premier est social et peu présent dans la réalité, concrètement, et le deuxième dénonce la normalisation avec Israël et soutient la cause palestinienne, ce qui est bien évidemment salué. Mais cependant, cette alliance que la gauche a systématiquement fait avec des groupes comme Justice et Charité et comme d'autres groupes aussi fondamentalistes, cette alliance, ce n'est pas une alliance organique, car elle oppose deux visions du monde diamétralement opposées, deux visions du monde incompatibles. La voie démocratique défend une perspective démocratique, sociale et anticapitaliste issue de la tradition marxiste, et l'AGC, Justice et Charité, au contraire, propose un projet théocratique fondé sur une lecture confessionnelle de la politique, niant les clivages de classe au nom de l'Oumma islamique. En d'autres termes, ces camarades privilégient toujours des alliances par le haut, donc, et cette tentative à chaque fois de privilégier des alliances par le haut, là, c'est un césarisme, il s'agit là d'une forme de césarisme idéologique, où la gauche accepte d'effacer ses principes pour gagner en audience. Certes, la question palestinienne est un enjeu d'hégémonie, ça, il n'y a pas de doute, mais il faut la penser comme une lutte d'émancipation nationale, populaire et anticoloniale. Autrement dit, la tâche des marxistes dans le monde arabe est de penser la question palestinienne dans la continuité des luttes anti-impérialistes, comme une cause des peuples subalternes, et aussi comme une question liée au rapport de classe. C'est ce qui spécifie, on va dire, la vision marxiste de la question palestinienne. C'est-à-dire les oligarchies et bourgeoisies arabes complices de l'impérialisme, bourgeoisie palestinienne collaboratrice, etc. Et cette perspective que je viens de citer s'oppose diamétralement à l'idéologie confessionnelle, qui ne voit dans la question palestinienne qu'une guerre de religion. Les partis de gauche dans le monde arabe, et plus particulièrement au Maroc, prennent un risque stratégique, je le dis bien, un risque stratégique, en s'alliant
sans clarification politique, avec un groupe qui porte un projet réactionnaire. Et n'oublions pas les mots de Gramsci. Celui qui n'élabore pas sa propre conception du monde absorbe passivement celle qui domine. En effet, les choix stratégiques de la gauche marocaine expriment ce qu'on peut appeler une crise d'hégémonie de la gauche. Il y a une crise d'hégémonie de la gauche au Maroc. Lorsque cette dernière n'élabore plus de récit propre, elle n'a plus son propre récit, elle absorbe facilement celui des adversaires, comme le dit très bien Gramsci. Aussi, lorsqu'elle confond tactique et stratégie, elle renonce à construire un bloc historique populaire et autonome. Donc, disons-le d'une manière claire, au lieu de chercher des alliances conjoncturelles, instables et idéologiquement incohérentes, c'est-à-dire des alliances inorganiques au sens gramscien du terme, il faudrait plutôt construire un bloc historique ayant la capacité de unifier les classes subalternes, produire une vision du monde alternative, exercer une hégémonie culturelle et politique. Et cela implique 3 grandes tâches stratégiques. Créer une avant-garde intellectuelle et militante organique, issue des milieux populaires, capable de penser la réalité marocaine dans ses contradictions spécifiques, nouer des alliances stratégiques, non pas avec des forces préexistantes ou réactionnaires, mais nouer des alliances stratégiques entre ouvriers, paysans pauvres, chômeurs, précaires urbains, étudiants, femmes et migrants, sur des bases politiques claires, pas confessionnelles ni électoralistes. Et construire une nouvelle culture politique populaire, par l'éducation, l'art, les médias, la rue, et non par la reproduction des vieux partis bureaucratisés ou l'adaptation à l'idéologie dominante. Donc, comment, après tout ce qui a été dit, nous pouvons penser l'émancipation politique du Maroc? Le Maroc est dominé aujourd'hui, comme je viens de le dire tout à l'heure, et cette conclusion m'a pris beaucoup de temps. Et le Maroc est dominé aujourd'hui par un État césariste régressif. Et je vais le répéter, le Maroc est dominé aujourd'hui par un État césariste régressif, qui tente à chaque fois de stabiliser la crise par le haut. Réforme de façade, répression ciblée, cooptation, etc. De neutraliser les classes moyennes par l'idéologie libérale, religieuse ou sécuritaire. Il domine les régions périphériques par l'INDH, le clientélisme, le militarisme et le sous-développement fonctionnel. Il est donc clair que l'émancipation du Maroc commence par briser cette architecture. Si les partis traditionnels et syndicats bureaucratisés ne peuvent pas rendre possible cette tâche, alors il faudra donc reconstituer le sujet révolutionnaire, c'est-à-dire le bloc historique. Et cela nécessite une unification des classes subalternes, une intégration de la question méridionale, le Rif, Sud, montagne, quartier périphérique, dans la question sociale et politique, et la reconstitution d'une nouvelle subjectivité politique, ni islamiste, ni confessionnelle, ni technocratique, ni populiste, mais radicalement démocratique et socialiste. Donc, l'intellectuel organique, chez Gramsci, n'est pas un spécialiste détaché des luttes, mais un acteur profondément enraciné dans une classe ou une strate sociale, porteur de sa conscience historique et politique. Dans le contexte marocain, ce rôle consiste à briser l'hégémonie idéologique du Marzen, du capitalisme dépendant et de l'islam politique en élaborant un nouveau langage politique, en forgeant des cadres d'analyse ancrés dans les réalités populaires et en assurant une médiation entre les expériences vécues des subalternes et une stratégie révolutionnaire globale. Ces intellectuels naissent au sein des luttes concrètes, enseignants précaires, étudiants critiques, syndicalistes de base, artistes populaires, militants de quartier, paysans en résistance, etc. Ils ne parlent pas au nom du peuple, mais participent à la construction de sa conscience historique.
Et ce travail intellectuel est inséparable de l'organisation politique. Il s'agit moins de produire des discours savants que de former des cercles d'éducation populaire, d'écrire des journaux militants, de transmettre des outils de critique sociale, de renforcer les capacités d'organisation des masses. L'intellectuel organique devient ainsi une figure de liaison entre le quotidien des luttes et la vision stratégique du changement, entre la colère immédiate et l'horizon révolutionnaire. Dans un pays comme le Maroc, où l'État instrumentalise la religion, le savoir, la culture et les médias pour reproduire la domination, l'enjeu est immense. Refonder une culture politique populaire, décoloniale et démocratique qui rende possible une nouvelle hégémonie. Donc la construction d'un parti révolutionnaire organique au Maroc ne peut être une simple reprise des formes anciennes des partis politiques, marquées par la verticalité, la bureaucratie ou la dépendance vis-à-vis de l'État ou de forces extérieures. Il s'agit de forger un instrument politique enraciné dans les luttes sociales, capable de traduire les aspirations populaires en programmes stratégiques de transformation. Ce parti ne doit pas être un corps étranger aux masses, mais une expression vivante de leurs contradictions, de leur résistance et de leurs espérances. Il se forme dans les syndicats de base, les collectifs féministes, les coordinations de chômeurs, les soulèvements des quartiers et des régions marginalisées. Là où le Marzen est contesté par le bas, là où le pouvoir est contesté par le bas, c'est là où se forme l'organisation organique. Et ce parti n'a de sens que s'il devient un espace de formation, de coordination et de création politique. Il doit permettre aux classes subalternes de produire leur propre intelligibilité du monde, d'élaborer un projet de société et de se doter des moyens d'imposer ce projet dans le champ politique. Cela suppose des formes organisationnelles souples mais cohérentes, démocratiques mais disciplinées, capables de résister à la répression, à la cooptation et à l'usure. Le parti organique est ainsi un lieu de synthèse entre les forces sociales en mouvement, les intellectuels organiques et les perspectives stratégiques de rupture avec l'ordre établi. Au Maroc, il ne peut exister que s'il assume pleinement la tâche historique de rompre à la fois avec le capitalisme dépendant, la monarchie absolue et les appareils idéologiques du conservatisme religieux. Donc, penser l'émancipation politique du Maroc à partir de Gramsci, c'est refuser les illusions du réformisme, les pièges des alliances opportunistes et les dérives autoritaires d'un pouvoir qui instrumentalise toutes les contradictions sociales à son profit. C'est aussi reconnaître que la lutte contre la subalternité ne peut être réduite à une simple revendication d'inclusion ou de reconnaissance. Elle exige une rupture structurelle avec les fondements de la domination du Marzen, coloniale et capitaliste. Cette rupture ne peut être que le fruit d'une stratégie de longue durée, construite depuis les marches, articulant les luttes sociales, les combats culturels et les transformations subjectives nécessaires à l'émergence d'une nouvelle hégémonie populaire. Cela implique une refondation radicale de la politique. Créer une culture politique populaire autonome, produire une pensée révolutionnaire critique, construire un bloc historique à la fois enraciné dans les réalités locales et ouvert aux expériences internationales d'émancipation. L'histoire ne se décrète pas et se forge dans le conflit, l'organisation et la mémoire des luttes. L'émancipation politique du Maroc viendra non pas d'une alternance au sein du système, mais d'une alternative construite depuis le peuple, par lui et pour lui. À condition, bien évidemment, de rompre avec les formes mortes de la politique
et de s'engager dans un processus patient, lent, de construction d'un pouvoir populaire organisé. Donc voilà, c'était une réflexion sur le présent historique, sur le Maroc. Nous avons abordé plein de réflexions stratégiques et plein de concepts gramsciens pour éclairer la situation. Nous avons été critiques, mais c'est une critique entre camarades qui doit être pris dans une forme, sous une forme théorique et non pas une critique personnelle. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt. À très bientôt.